Hello à tous, c'est rebonjour sur la voie de l'entrepreneur. Comme d'habitude, on a Gab avec nous. Gab, salut, comment tu vas? Bah, salut à tous. Ouais, ça va super bien. C'est vrai qu'on a l'habitude de demander à nos invités comment il va. On lui demandera juste après. Ça va, Toraf? Bah écoute, ça va, ouais. Très 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 heureux d'être là aujourd'hui. Voilà, je voulais en profiter pour vous remercier pour tous les commentaires que vous nous avez fait, tous les retours. Franchement, même notre contenu sur Insta, on voit qu'il vous plaît de plus en plus, donc on est quand même assez content. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des invités que vous aimeriez voir passer à notre micro ou juste discuter avec nous. Voilà, on est toujours open. Mais avant ça, on vous balance le tout nouveau jingle. Salut à tous et bienvenue sur la voie de l'entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi, c'est Raph. Notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré? Ah si. T'inquiète. J'adore ce jingle, je suis trop content. Dites-nous en commentaire d'ailleurs s'il vous plaît. On s'est donné du mal, on a tout donné avec Raph quand il est venu me rendre visite à Boston. On a passé un bon moment et on a enregistré. Et puis alors, nouveau jingle, nouvel épisode, nouvel invité, Vincent Kutkovic. Salut Vincent, t'es la bienvenue dans notre studio virtuel. Merci Gabriel, salut Raphaël. Alors voilà, merci beaucoup Vincent d'avoir accepté notre invitation. On est trop content de t'avoir. Je le disais, Avec plaisir. je le disais en introduction, notre première question, c'est vraiment toujours savoir comment va notre invité. Alors comment ça va Vincent aujourd'hui? Écoute, ça va extrêmement bien. Je suis très content de pouvoir participer à votre aventure. Des petits jeunes qui se lancent, c'est courageux, donc je trouve ça super. Donc je suis ravi de participer à ça avec vous. C'est gentil. Et j'espère qu'on aura super échanges. Bah, j'espère, franchement, il y a rien qui pourra nous empêcher. En tout cas, on est hyper bien. Est-ce que tu pourrais voilà, te présenter un petit peu à nos auditeurs, raconter un petit peu les étapes clés de ta vie professionnelle, entrepreneuriale, voilà, ton éducation, voilà, pour qu'on puisse te connaître un petit peu mieux. Ouais, avec plaisir. Alors, je suis Vincent Kutkowitz, j'ai 50 ans. Je suis marié avec Anne, qui est dans le domaine de la chasse de tête. On a 3 enfants qui sont assez grands maintenant. Un qui a 24 ans, qui est marié. Un deuxième qui finit ses études, ou qui accomplit ses études, qui a 21 ans. Et puis une dernière petite qui a 16 ans, qui est en première. Et on est très 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 content de leur parcours. Un papa fier. On les a proches de nous. Ouais, on est fiers, on est fiers parce que tout ce qu'on fait, c'est aussi pour ça. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de dire que voilà, j'ai récemment mis à jour mon profil LinkedIn parce que j'ai passé une étape qui est celle de grosse étape d'entrepreneur, on va en parler. Et quand je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'aimais sur mon nouveau profil LinkedIn, je me suis dit qu'il y a un truc qui me définissait un petit peu, on y reviendra, c'est que j'aime bien partager. Et si on fait tout ça, si on crée des entreprises, si on remue ciel et terre pour arriver à nos objectifs, c'est essentiellement, je trouve, pour partager au moins avec nos enfants, voire avec d'autres. Ah, c'est beau. Donc voilà, sur mon parcours, vous me demandez ce que j'ai fait. Bon, moi, en fait, j'ai un parcours un peu spécial et qui m'a probablement forgé. D'abord, je suis né à l'étranger, je suis né en Allemagne. Mes parents étaient installés en Allemagne pendant pas mal d'années. Mon père était expatrié dans le domaine de la banque, pour une grande banque française. Donc j'ai passé une partie de mon enfance en Allemagne. Et puis, vers l'âge de 8 ans, on s'est installé en France. J'ai suivi une scolarité assez classique à Strasbourg. Et j'ai ensuite entamé mes études à Strasbourg, d'abord à l'université, en sciences économiques. Après une licence, j'ai intégré en admission parallèle, ce qui était rare à l'époque, une école de commerce l'école de commerce l'EM Strasbourg, l'école de commerce locale, très internationale, une école très très internationale qui a toujours eu vocation à s'extirper du lot des autres écoles en étant assez précurseur dans le domaine des échanges. Maintenant, ça s'est normalisé.
Ça m'a permis en fait d'aller passer un an en Angleterre, à Manchester. Donc, euh, j'ai envie de dire un parcours qui à l'époque était rare, mais qui effectivement s'est extrêmement normalisé aujourd'hui. Tant mieux Mmh. pour les jeunes qui ont l'habitude de voyager, mais dans les années 90, c'était encore, encore peu pratiqué. Et puis, j'ai suivi donc une voie plutôt finance, parce que on me disait, je ne sais pas si c'est un regret, mais on me disait que la voie finance en école de commerce, la voie financière, compta, c'était la voie qui permettait le plus de modifier son parcours en cours de route, alors que si on était dans une voie plutôt marketing, c'est plus difficile de revenir sur des métiers un peu plus financiers. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout la voie entrepreneuriale dans les écoles de commerce, qui aujourd'hui, je pense, est Ouais. très très courant. Peut-être que ça m'aurait plu à l'époque Ouais. de Ouais, suivre c'était un peu ça. moins à la mode. Exact. Tant mieux pour nos jeunes aujourd'hui. Je crois que c'est d'ailleurs, ça fait un carton. C'est assez marrant parce qu'à l'époque, c'était pas du tout ce que les gens envisageaient. Au contraire. Et donc, première leçon que je retiendrai un peu de mon parcours, qui est donc assez classique, généraliste, c'est qu'en fait, je devais, à l'époque, je faisais partie de la classe d'âge qui devait faire son service militaire en France. OK. Il y avait une façon d'y échapper, c'était d'aller faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un VIE, Ouais. un volontariat à l'étranger, en entreprise. Mais ça me permettait, en fait, si on arrivait à réaliser, à trouver un tel contrat, d'abord il fallait se battre pour en obtenir, pour en trouver. C'était souvent réservé à des petits privilégiés, à des fils ou des fils, puisque c'était que les garçons qui étaient censés faire leur service militaire, le service national. C'était réservé à une certaine caste. Et, euh, et moi, comme je voulais absolument pas aller faire mon service militaire classique de 10 mois, par contre, si je choisissais cette voie, ça prenait à peu près 18 mois, je crois. Et donc, j'ai réussi à trouver une entreprise qui a bien voulu m'accueillir, mais la leçon que je retiendrai de cette expérience-là, c'est que j'ai réussi à intégrer le groupe Accor, donc le groupe leader dans le domaine de l'hôtellerie, Mmh. qui était déjà un très très beau groupe dans les années 95-98, un leader mondial. Euh, et les portes étaient plutôt fermées. Parce qu'il fallait être soit un des fils de dirigeants du groupe Accor pour obtenir un tel poste, soit être extrêmement bien Et c'était un positionné. poste en quoi Il que tu as fallait du obtenu piston, quoi. à Accor? Et donc, j'ai obtenu un poste chez Accor, j'ai obtenu un poste junior à l'époque de contrôle financier. OK. C'est ma première expérience, voilà. Mais en réalité, c'était absolument plaisant parce que, bon, d'abord, ce que je retiens de ça, c'est que je l'ai obtenu un peu en bataillant. Les portes étaient fermées. C'est ma première expérience, j'ai envie de dire, entrepreneuriale, parce que même si c'était pas du tout de la création d'entreprise, le fait de décrocher un tel poste à l'étranger, dans de bonnes conditions, c'était, alors que c'était fermé, ça m'était pas du tout destiné. Le fait de se battre, je me souviens d'une anecdote, c'est que je harcelais l'entreprise, ou en tout cas la filiale dans laquelle je voulais aller, et le patron de la filiale avait fini par me dire, bon bah, si vous arrivez à convaincre Paris de, de, de vous laisser venir, moi je suis d'accord. Donc débrouillez-vous, tout est entre vos Ah mains. OK. Et donc ça a marché. Et ça a été un déclencheur, je pense, pour la suite. Parce que voilà, la leçon, c'est qu'il n'y a aucune porte fermée, tout est possible. Mmh. Juste te Faut donner juste les moyens. voilà, Ouais. exactement. OK, trop bien. Donc tu intègres le groupe Accor dans un poste qui te plaît. Tu restes combien de temps là-bas? Alors, ce qui était intéressant, je reste 18 mois. C'était à Tel Aviv, à l'époque où ce qui était passionnant, c'est que c'était la période post-accord de paix. Et donc, on envisageait de construire des hôtels un peu partout dans le pays, et notamment sur l'autoroute qui devait relier Beyrouth à Tel Aviv. OK. Bon. Et donc, on a construit un hôtel, un étape hôtel, donc qui fait partie de la marque, c'est un hôtel low cost, Ouais. sur la route qui devait, à un moment, parce que c'est ce à quoi on croyait à l'époque, devait être sur l'autoroute, comme
toujours Accor se positionne sur les axes routiers principaux. Mais donc, ce qui était passionnant dans cette expérience globalement, c'est que en fait, on était une petite unité, une petite business unit. On avait notre rôle, c'était d'installer des hôtels dans un pays où ces marques n'étaient pas présentes. Il y avait les marques Novotel, il y avait les marques Mercure. Il fallait mettre en place des standards parce que l'hôtellerie notamment de grands groupes comme ça, c'est des standards. Donc la logique, pourquoi des propriétaires d'hôtels s'adressent à des entreprises comme ça, c'est parce qu'elles veulent acheter un réseau de distribution. Elles achètent des standards, des pratiques de métier de bon niveau. Et donc, nous, on était là pour mettre en place ces standards-là, que ce soit sur l'aspect financier, sur l'aspect recrutement, sur l'aspect commercial, sur l'aspect évidemment exploitation hôtelière. Donc, ça, c'était passionnant. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup, ça m'a beaucoup guidé dans la première partie de mon parcours, c'est que je voulais, et à cette époque-là, je répète, dans les écoles, il n'y avait pas la voie entrepreneuriale, Ouais. on n'avait aucune conscience. En fait, Ouais. l'entrepreneuriat, c'était un accident. Les gens entreprenaient par accident. Ouais. Aujourd'hui, Ou je pense parce qu'on qu'ils n'avaient pas entreprend forcément le tous choix aussi, c'est possible, non? Ils n'avaient pas le choix, c'était pas bien connoté. L'époque, c'était, vous savez, soit vous rentriez dans un cabinet de conseil, un cabinet d'audit, la voie royale, c'était le cabinet d'audit, ou le cabinet de conseil, ou la banque, ou les grandes marques, les grands groupes. On parlait déjà du luxe, mais je me souviens que voilà, à mon époque, les jeunes diplômés rêvaient de rentrer chez L'Oréal. Mmh. Aujourd'hui, c'est peut-être toujours le cas, mais il n'y avait pas d'autre voie que la grande entreprise, la grande marque. Et pour moi, à l'époque, j'étais un peu dans ce train-là, mais ce qui était extrêmement important pour moi, je ne me serais pas vu en fait aller bosser pour une boîte pour laquelle je ne pouvais pas m'identifier aux produits, dont les produits ne me faisaient pas rêver d'une certaine Ouais, manière. bien sûr. Et, et donc, j'étais extrêmement à l'aise et content de rentrer dans ce monde de l'hôtellerie, qui était un monde qui m'intéressait beaucoup. Il y en avait d'autres, mais celui-là m'intéressait beaucoup. Et d'ailleurs, ça a dicté pas mal d'étapes de la suite de ma Mais carrière. tu n'avais pas à ce moment-là l'âme vraiment d'entrepreneur ou tu savais que tu voulais monter quelque chose, c'était en toi, mais tu t'es dit: «C'est peut-être pas le moment, il faut que je passe cette étape, faut que je grille un petit peu la partie, service national et cetera». C'était quelque chose en toi l'entrepreneuriat ou tu l'as découvert au fur et à mesure du temps? Alors, je pense que j'avais déjà un certain nombre de prédispositions. Les prédispositions, à mon avis, pour être entrepreneur, c'est être pragmatique, être capable de s'adapter à plein de situations différentes, avoir envie de développer les choses. Et donc, je pense que ces trois éléments-là, je les avais déjà, mais je n'étais pas nécessairement conscient que c'était à ce moment-là, j'avais vraiment envie de faire ma voie dans un grand groupe, Ouais, de gravir les échelons. C'était ça qui me motivait, c'était ça mon moteur à ce moment-là. d'accord. Mais d'une certaine manière, je pense que c'était des qualités qui sont nécessaires aussi lorsqu'on décide de se lancer. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que ça se termine, du coup, ton aventure, à Tel Aviv? Donc en fait, en fait, ça s'est pas tant terminé que ça parce que c'était une belle voie pour entrer dans les boîtes à l'époque et Accor me propose de rejoindre leur siège à Paris. Et je rejoins le siège de Accor à Paris. Je reste 6 mois dans un job qui était un peu moins fun. C'est-à-dire que quand on est dans une filiale à l'étranger, c'est souvent, voilà, on est loin du siège, on est autonome. Il y a une forme d'excitation qu'on a moins quand on arrive au siège, même si c'est très, j'ai envie de dire, c'était assez, voilà, je peux avoir 25 ans, c'était plutôt un beau démarrage. Mais une fois que j'étais au siège, je suis arrivé dans une filiale, c'est assez marrant, qui en fait était en train de récupérer toutes les équipes euh, dirigeantes du Club Méditerranée, autre acteur dans le domaine de l'hôtellerie. Et en fait, du Club Med, c'était l'époque où le Club Med venait de sortir d'une période très difficile et dont les fondateurs, enfin l'équipe de la famille fondatrice, l'équipe Trigano venait de quitter et avait été remerciée en fait par les actionnaires. Il y avait une nouvelle équipe qui arrivait, qui était celle de Philippe Bourguignon, qui était le dirigeant qui avait ouvert, développé, créé Euro Disney à l'époque, donc Disneyland Paris.
Et OK, pas c'est n'importe toute qui. cette équipe-là qui est arrivée, qui a remplacé l'équipe, voilà, qui a remplacé l'équipe de la famille Trigano. Les Trigano sont partis et toute l'équipe Trigano et leurs collaborateurs proches, une bonne partie se sont retrouvés au sein du groupe Accor pour essayer de remonter une activité concurrente des villages du Club Med. D'accord. Mais assez vite, c'est assez marrant parce que j'étais dans cette division-là, loisirs et tourisme, mais c'était beaucoup moins fun que le Club Med. C'était un peu un me too, un produit un peu, c'était du copier-coller, mais un peu fade. Et je suis contacté par un cabinet de chasse de tête au bout de 6 mois qui me propose d'intégrer le Club Méditerranée, le Club Med, qui était en pleine phase de reconstruction, avec un plan stratégique absolument incroyable à l'époque. Et j'ai été recruté en un quart d'heure Ah ouais, par un ça des existe plus ça. dirigeants. Ouais, c'était assez dingue. Enfin, j'ai passé pas mal d'entretiens, mais le grand chef qui donnait son visa à la fin, ça a duré un quart d'heure et ça a été déterminant pour la suite, je pense, de ma carrière. Et alors tu rejoins le Club Med toujours en tant que dans la finance aussi ou complètement différent? Alors ouais, sur un poste à l'époque, donc le Club Med était dans une phase de grosse rénovation. Mmh. Ils avaient levé auprès de leurs actionnaires des centaines de millions de francs à l'époque, puisqu'on était encore en francs. Désolé hein, pour, On on pour ce on petit sait encore retour ce que c'est. historique. Voilà. Et je parle pas en ancien franc, mais en franc. Et en fait, il fallait s'assurer que les fonds qui avaient été levés soient investis de façon cohérente, de façon raisonnable, au bon endroit. Et donc mon rôle, c'était de m'assurer que les centaines de millions d'euros qui avaient été levés soient investis correctement, au bon endroit, de façon cohérente. Et donc le deal que j'avais passé avec la direction du Club Med à l'époque, c'est de dire, OK, très bien, je fais ça pendant 24 mois, mais moi, après 24 mois, je trouve que c'est une bonne entrée en matière, j'avais 25-26 ans, Ouais, mais je me vois pas faire ça toute ma Toute ta vie. Et vie, à ouais. ce moment-là, je leur ai proposé de dire, bon, bah, au bout de 24 mois, si vous êtes content de moi, on essaie d'envisager autre chose. mais alors attends, à 25 ans, tu arrives au Club Med et tu préfères être dans la finance qu'être géo? Faut que tu m'expliques. Mmh. Alors déjà, j'étais géo, Ah, tu as été parce que géo. Ah tout oui, tout à fait. salarié du club est géo, OK. mais pas en village, même si j'avais fait une semaine d'intégration en village, mais j'avais mon petit badge de géo. Mais je suis pas sûr que j'avais le tempérament du géo, c'est-à-dire que je montais pas sur les tables. Mais T'avais non, le mais drapeau de l'Allemagne dessus, euh, du coup? j'avais le drapeau, ouais, j'avais plusieurs drapeaux, parce que je parle 3-4 langues, donc j'avais effectivement plusieurs drapeaux. Mais par contre, pour moi, c'était déterminant parce que j'étais extrêmement content de rentrer dans une boîte qui avait une culture d'entreprise qui est absolument unique au monde, je pense. Elle fait partie, le Club Med, c'est une marque unique. C'est une marque Et qui a une encore histoire aujourd'hui, tu dingue, qu'il penses? faut savoir que, oui, je pense qu'elle l'a encore aujourd'hui, même si elle a monté en gamme, même si elle est devenue peut-être plus élitiste qu'à l'époque, Ouais, c'est sûr, mais c'était nécessaire pour sa survie. La survie de cette boîte-là passait par une nécessité de sortir un petit peu du fonctionnement de l'association et de passer dans un modèle économique plus durable, plus viable. Mais je pense que oui, et d'ailleurs, je pense que c'est une de ces boîtes, peut-être que c'est le cas des gens aujourd'hui qui bossent quelques années chez Google ou qui bossent chez Apple. Je pense que même quand vous la quittez, vous ne la quittez pas complètement, ça vous guide. Ça vous guide dans votre manière de voir le monde de l'entreprise. Et les enseignements et la culture que j'ai acquis au Club Med m'ont accompagné dans tout ce que j'ai fait par la suite et m'ont beaucoup aidé. d'accord, donc c'était une fondation, qui a permis de construire un petit peu la suite de ton parcours professionnel, en tout cas. Ouais, complètement. Ça m'a effectivement beaucoup aidé. C'était ça passait beaucoup par le fait de connaître, de croiser des gens qui avaient un bagage, qui avaient des histoires à raconter de leur vie à l'intérieur de cette boîte-là. C'est des gens qui avaient passé des dizaines d'années, qui avaient connu toutes les phases, qui étaient presque des mémoires Ouais. vivantes de cette entreprise. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça parce que c'était des gens qui avaient une forme d'authenticité
Des excès aussi, hein, c'est une boîte où il y avait parfois évidemment des excès liés notamment en fait que c'était quand même une boîte qui a été qui a explosé dans les années 68, 68, 70 en fait, qui a été j'ai envie de dire emblématique de cette révolution des années 60. Euh, et donc c'était des gens passionnants et ça j'ai beaucoup aimé en fait rencontrer ces gens-là, parler beaucoup avec les Donc anciens, des belles rencontres, quoi. échanger avec eux, se faire adopter. Ouais, tout à fait. En plus, il y avait des gens du monde. Enfin, t'as dû faire énormément de rencontres. Attends, donc juste pour revenir, t'es arrivé dans les années 2000, c'est ça? Je crois en 2000, t'es arrivé au Club Med. J'arrive en 2000 au Club Med, exactement. En 2000 et tu le quittes en 2008. T'es resté à peu près 8 Ouais, ans, tout à fait. grosso modo. Ouais, ouais. Ok, à ce moment-là, donc après 8 ans passés au Club Med, il y a il y a cette petite envie entrepreneuriale en fait, qui te donne Alors envie ouais, de. faut creuser. Faut creuser un peu mon parcours à ce moment-là. C'est là où il y a un déclic. Donc en fait, au bout de 2 ans au Club Med, j'intègre la direction de la stratégie, qui était une sorte de cabinet interne de conseil en stratégie, qui bossait en gros sur les fusions-acquisitions euh, de façon très proche de la présidence du groupe. Et puis, j'assiste à un truc incroyable entre nous, c'est que il faut comprendre que il y a eu un putsch à l'intérieur du club Méditerranée, c'est que le numéro 2 a dégagé le numéro 1. C'est pratiquement inédit Ok. en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu quand on était dans les équipes du club. C'est-à-dire que Henri Giscard d'Estaing, qui était numéro 2, a réussi à un putsch, il faut le dire clairement à l'époque, et a fait partir le numéro 1, son boss. Et donc, moi, je me retrouve là-dedans, juste au moment où j'intègre la direction de la stratégie. La direction de la stratégie est éclatée en différents pôles, et je deviens en fait le bras droit d'un des directeurs généraux de la boîte en charge de la partie exploitation. Ok. Et là, je suis au contact avec les métiers hôteliers, et mon rôle, c'était d'accompagner un peu tous les différents métiers. Donc, au Club Med, les métiers de terrain, c'est le mini-club, tout ce qui est encadrement enfant, c'est les sports, très très important au Club Med, c'est l'immobilier aussi. Ouais. Bon, c'était un peu en dehors. C'est évidemment tous les sujets de ce qu'on appelle de food and beverage, toute la partie Ouais, la nourriture, la cuisine, table, ouais. la cuisine. Et moi, en fait, mon rôle, c'était de piloter un peu tous les experts métiers dans ce domaine-là. Et c'est là où, notamment, il y a un sujet qui arrive sur la table, c'est que le président me demande, dans le cadre de ce job-là, de révolutionner complètement l'exploitation d'un métier au sein du Club Med qui était les spas. Les spas, c'est-à-dire vous savez, Les dans tous jacuzzis. les hôtels, vous avez des spas maintenant, voilà. Non, les spas, c'est plutôt un métier de soins, en fait, que vous avez dans les hôtels aujourd'hui. C'est tout ce qui est massage. Ok, ouais. Vous avez aujourd'hui les plus beaux hôtels du monde vous proposent des services avec souvent des belles marques, en partenaire avec des belles marques, et on était précurseurs là-dessus. Donc, le dirigeant du Club Med vient me dire qu'en fait, il faut qu'on externalise ce métier-là parce que c'est pas un métier c'est pas le métier de cœur du Club Méditerranée. Par contre, c'est un centre de profit très important dans les villages, et c'est là qu'on a l'idée, parmi, je pense, les premiers. Franchement, dans ce monde de l'hôtellerie, il y en a très peu qui l'ont fait à cette époque-là. On était les premiers. C'est de se dire, on va aller chercher des très belles marques de cosmétiques ou de sociétés comme par exemple, à l'époque, on allait voir L'Oréal, on allait voir. Donc, en l'occurrence, moi, je suis allé voir. J'ai pris cette mission qui m'a beaucoup plu d'aller en fait chercher des marques françaises de cosmétiques. Et c'est là que j'en vois un certain nombre. Donc, il y avait Decléor, ça vous parle pas. Il y avait Clarins. Il y avait à l'époque. Et puis deux petites marques qui étaient un peu moins connues. Une qui était Nux, Ah, à l'époque, c'était une pas marque très connu, connue Nux. aujourd'hui. Très connu, ouais, c'est ça, nous on la connaît. C'était Enfin, moins connu qu'aujourd'hui. ouais. C'était déjà un des acteurs Ouais. qui comptait dans le monde de la cosmétique. Mais depuis, je pense que ça, c'était il y a presque 20 ans maintenant, c'était en 2003, 2004, ouais, il y a 20 ans. C'était encore une entreprise pas modeste, mais qui devait faire à l'époque 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'imagine qu'aujourd'hui, ça a été multiplié par Ouais. plusieurs fois. Et donc, je vais également rencontrer, et c'est mon choix à ce moment-là d'aller chercher des entrepreneurs, en fait, de faire la rencontre d'entrepreneurs. Il y en avait une deuxième, c'était la marque 5 Mondes, qui est une belle boîte aussi d'exploitation de spa.
Euh, et en fait, je m'adresse aux deux dirigeants de ces boîtes-là, je leur propose un deal, un modèle économique qui était gagnant-gagnant pour le Club Med et pour ces deux marques-là. Et on commence à construire des spas dans les différents villages du Club Méditerranée en Europe. On était précurseurs parce que l'idée d'associer des marques de cosmétiques qui transportaient l'image du luxe à la française dans des villages du Club Méditerranée qui sont présents dans le monde entier, Ouais. c'était une super idée. Et c'est là où, en fait, je me rends compte, en bossant beaucoup avec ces dirigeants-là, en montant ces business models, je passais du temps avec eux, qu'en fait, ils avaient une vie palpitante, celle Oui, d'entrepreneurs. Certes, je ça voyais te que quittait plus, quoi. ils étaient, Ah, c'est ils là que tout étaient démarre. fatigués. C'est là que tout démarre parce qu'en fait, je vois qu'effectivement, ils ont quelque chose que on n'a pas quand on est salarié d'un grand groupe. Ils avaient une forme de capacité, de force, même s'ils bossaient beaucoup plus qu'un salarié dans une boîte classique, mais ils faisaient quelque chose dont ils voyaient en fait chaque matin, quand ils se levaient, ils voyaient le résultat de leurs efforts. Ouais. Et c'est ça qui, à ce moment-là, je me dis, moi, ça faisait presque une dizaine d'années que j'étais dans ce monde-là des grandes entreprises françaises. Certes, j'aimais beaucoup l'environnement dans lequel je travaillais. Certes, j'aimais beaucoup ces marques-là. Mais c'est là où je me suis rendu compte que finalement, arriver à faire quelque chose de ses propres mains, voir le résultat de ses efforts devant soi, être capable de dire voilà ce que j'ai créé, c'est ça, c'est moi qui ai créé ça, puis je vais après le transmettre à d'autres. Mais cette volonté de créer quelque chose de mes propres mains, c'est ça qui m'a animé à ce moment-là. Et donc je me dis voilà, il faut que voilà, ce déclic est arrivé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu décides du coup de quitter, le Club Med? Alors pas complètement tout de suite comme ça. On me fait d'ailleurs des propositions au Club Med plutôt très Ouais, intéressantes. parce que Je là, faisais tu nous partie parles que des tu es en supervision un peu de toutes ces stratégies qui sont hyper intéressantes et cetera. Tu pourrais dire: «Tout est construit, c'est fait là, je vais pouvoir monter petit à petit et c'est ouais, pas ça» ouais, ouais. et tu décides quand même de Ouais, partir, quoi. c'est ce que je, voilà, c'est effectivement, j'étais sur la voie qui m'aurait permis de progressivement de prendre plus d'ampleur, plus de responsabilités. On m'avait proposé de partir à l'étranger, co-diriger une filiale dans un pays. La voie après, c'était être le dirigeant d'une filiale et puis peut-être d'une zone. Enfin, c'était ça qui m'était destiné. D'ailleurs, il y a des jeunes à l'époque comme moi qui ont eu ce parcours-là à l'intérieur du Club Med, que je côtoyais, qui ont commencé tout petits et puis qui y sont toujours et qui ont un très beau parcours. Mais là, je me dis, en fait, on passe beaucoup de temps dans ces grands groupes à faire de la politique, à faire de la stratégie personnelle plus que de la stratégie d'entreprise. Ouais. Et en fait, ça, je me dis, ben, toute cette énergie-là, je suis prêt à l'affronter, je suis prêt à le mettre à disposition, mais pourquoi ne pas le mettre plutôt à disposition de quelque chose de plus personnel. Et avec un ami, Jonathan Lévy, lui faisait un peu le même constat, mais était dans un monde complètement différent, qui était le monde de la banque française, grande banque française. Et on fait le constat en partant en vacances à plusieurs reprises ensemble, qu'en fait, on a la même flamme qui nous anime, mais alors, à ce moment-là, on n'a pas du tout nécessairement une idée de ce qu'on veut faire. On n'a pas une idée précise de ce dans quoi on Mais vous savez que veut vous se voulez faire lancer quelque en tant chose? qu'entrepreneur. Par contre, on sait qu'on veut. Voilà, exactement. OK, très bien. Alors, est-ce que, il t'offre quand même, une petite semaine de vacances gratuites, en partant du Club Med? Plusieurs. Plusieurs. Ah, il faut être un bon négociateur. Sympa. Alors, je suis parti avec un bon stock de semaines de vacances. Magnifique, magnifique. Alors du coup, tu commences, avec, donc du coup ton associé, vous montez la première boîte, Bien Prévoir, c'est ça? Est-ce que tu Ouais, peux nous par n bienprévoir.fr, ouais, c'est exact. bienprévoir.fr. Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est Bien Prévoir là en 30 secondes, 1 minute en ouais, elevator ouais. pitch? Très- Waouh. Bienprévoir.fr, c'est une société qui propose des produits financiers euh, de, avec une vocation de rendre ces produits financiers très accessibles et compréhensibles. Voilà, ça c'était un peu
le pitch de l'époque, sachant que le tout premier, c'est, je pense, intéressant pour ceux qui se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a pivoté assez vite, Ok. classique, Mmh. mais notre première vision, c'était qu'en fait, à l'époque, il y avait très peu de services financiers sur Internet. En 2008, il faut bien avoir en tête que c'était la préhistoire, les services financiers sur Internet. Et là, la vision qu'on a à ce moment-là, c'est de se dire, il faut qu'on propose quelque chose qui aujourd'hui est très courant et euh, qui a fait florès après coup. C'était de se dire, on va proposer un petit robot sur Internet aux gens. Ils vont faire leur profil, ils vont déterminer leur profil d'investisseur et on va leur proposer des produits financiers. Ok. Et en Risqué, fait, pas risqué, sur une échelle voilà, comme ça un exactement. peu. Voilà. Attends et juste Aujourd'hui, c'est très courant. ça, c'est avant la crise de 2008 ou c'est après? Enfin, on en est où Ça, là à peu près ça, au chronologique? c'est hiver 2007, fin 2007, OK, ouais, ça va. début 2008. On lance le site internet le 11 juillet 2008 et Lehman Brothers fait faillite le 11 septembre, je crois, 2008. Ouais, 2 mois après. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est d'imaginer ce tunnel de profiling, en fait. Et assez vite, on le lance et assez vite, on se rend compte que ça ne prend pas du tout. C'est-à-dire que ça intéresse personne. Ouais. Euh, et, et c'est là où il se passe un truc. Et je dis à mon associé qui, lui, comment c'était réparti les sujets. Lui était plutôt sur la partie. Il est actuaire de formation, passionné par les produits financiers. Moi, j'étais pas du tout. J'étais un néophyte dans le domaine de l'épargne. Je savais même pas ce qu'était un contrat d'assurance vie. Il fallait qu'on me l'explique plusieurs fois pour le comprendre. Et justement, c'est là où on avait une complémentarité qui était assez forte. C'est-à-dire que lui avait un vrai bagage financier voilà, de compréhension des produits financiers, du monde de l'épargne, mais avec une vision enfin, assez éloignée du terrain, mais assez dans la construction, la mécanique des produits financiers. Et moi, je venais d'un monde du loisir, de l'hôtellerie. Ouais, Et en complètement fait, différent. un jour, il revient d'un rendez-vous en me disant, tiens, j'ai rencontré une boîte qui propose des produits, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des obligations d'entreprise, produits qui vous proposent un intérêt, vous prêtez de l'argent à une grosse boîte comme Volkswagen par exemple, et elle vous verse tous les ans 5-6% d'intérêt. Et là, je lui dis, tiens, c'est marrant, on va tester. On va tester si on met en avant ces produits-là dans des campagnes, à l'époque on parlait de campagnes AdWords, des campagnes de liens sponsorisés, on va voir comment ça réagit. Et là, très très vite, alors évidemment, je ne vais pas juste balancer ça sur le net, Ouais. mais je me suis dit, moi, mon rôle, c'était de rendre accessibles les choses. Je me disais à l'époque, en fait, il faut que les gens, quand ils achètent un produit financier, qui est une épreuve dans la vie d'un investisseur, c'est pas du tout sexy, c'est pas attractif, je vais essayer de raconter une histoire. Je vais le rendre aussi intéressant. Cette expérience, il faut qu'elle soit aussi sympa que lorsqu'on va choisir une nouvelle Donc vous voiture. visez vraiment le grand public là? Et là, on vise le grand public face à des mastodontes, des gros acteurs bien établis, des grosses banques françaises avec des marques ultra puissantes. Nous, on n'était rien. Ouais. On était totalement un nain total. Et en fait, c'est la magie du web à l'époque, qui était quand même où il n'y avait pas grand monde encore. Je me rends compte qu'en fait, en parlant d'un produit financier, concrètement, en faisant en sorte que l'histoire de ce produit, on puisse la raconter, quand on commence à faire, voilà, on commence à faire du storytelling déjà à l'époque, c'était pas trop la mode, mais on commence à faire ça. On fait en sorte de s'adresser à des gens pour que ce soit le plus accessible possible, et on balance des premières campagnes de liens sponsorisés sur des produits d'épargne, et là, ça décolle de façon dingue. Tout de suite, on sent qu'il se Ah passe ouais, un truc, alors que c'est notre assez petit rapide. module, et tout de suite, ça marche. Et on sent qu'il y a une appétence pour ça, on commence à avoir des leads, et puis on apprend le métier de générateur de leads en fait. Donc moi je monte en fait, si je peux dire, une usine à génération de leads, alors qu'à Ouais. l'époque c'était, on avait, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on avait une landing page, Ouais. on savait à peu près comment construire une landing page, et puis on teste. Et finalement, ça décolle assez vite. Et donc, on abandonne complètement le modèle qu'on avait envisagé au début et on devient un vrai distributeur. L'idée, c'était de Donc se dire, chez c'est que nous, des obligations à ce moment-là? non, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, on est un peu monoproduit parce que on n'avait pas la capacité de proposer beaucoup de produits différents. Et donc, en fait, au fur et à mesure de notre succès commercial avec cette approche sur le web qui permet de générer des leads, on associe à cette logique-là plusieurs produits différents.
Et après, on élargit d'abord des obligations. Et puis, on arrive à un moment où le marché, le monde s'écroule. Donc, quelqu'un qui est capable de dire, je viens te proposer une obligation que tu peux mettre dans ton contrat d'assurance vie, qui est assis sur une grande marque bien Ouais. connue des Français, comme Lafarge, comme Peugeot, etc., et Ouais. avec un taux d'intérêt qui est connu à En l'avance, en 2008, fait, on touche à ce moment-là, on touche un point très sensible, ouais, dans la culture et dans la demande, et on trouve notre marché assez vite, OK. Moi comme moi, ça. ce qui m'intéresse, c'est qu'à ce moment-là, comme tu l'as dit, donc on a beaucoup il y a énormément d'acteurs, voilà, comme on dit, un peu comme on apprend, à la fac, voilà, un océan rouge. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, dans ce Ouais. domaine-là. C'était quoi vos messages votre message essentiel dans vos campagnes? Comment est-ce que vous avez attiré des clients et vous avez généré des nouveaux leads? Je vois plus un truc du style, enfin venez, enfin en gros prêter une obligation pour ceux qui savent pas, c'est comme vous empruntez à la banque et bah vous c'est bah, une obligation c'est vous en gros vous donnez de l'argent, vous prêtez de l'argent aux entreprises, en fonction, du taux ou ouais. C'est ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le sujet, c'est comment faire pour émerger face à des acteurs qui ont pignon sur rue. Il faut savoir que les Français, quand ils épargnent, ils font confiance à leurs 5 banques, 5 grandes banques nationales, et comment les attirer vers un acteur qui n'est pas une de ces grandes banques. Donc, le web a cette puissance-là, je pense qu'il l'a toujours. Pour moi, le web à l'époque, en tout cas, ça permet à des petits acteurs, s'ils ont la bonne proposition, la bonne proposition produit, la bonne façon de raconter l'histoire, ils peuvent émerger face à des grands acteurs énormes, gigantesques. Et c'est ça en fait. Nous, on devenait plus visible que la BNP à l'époque sur le web. On était beaucoup plus Ah ouais, visible. quand même. Euh, et parce que Parce en qu'ils fait, étaient pas assez c'est digitalisés à ce moment-là? C'est pour ça? parce qu'ils n'étaient pas digitalisés, parce que surtout, c'est des boîtes qui étaient complètement bloquées par des sujets de compliance qui leur interdisaient de prendre la parole. Nous, on était souple, on était agile. On pouvait, si on décidait en 5 minutes, j'avais un produit qui rentrait, en 5 minutes, je pouvais faire une campagne Ouais. sur Google, une campagne payante, alors que à la BNP, ils mettaient 6 mois avant de lancer un produit financier sur le web, si jamais ils décidaient de le faire. Donc le web a eu cette puissance à partir du moment où on comprenait les mécaniques de Google à l'époque essentiellement, on était capable d'apparaître et de se battre face à des concurrents absolument gigantesques. Et ça, c'est ce qui nous a permis d'occuper notre espace et de grandir au fur et à mesure. Et on avait de l'avance après, bien entendu, on a appris à faire ça, et on avait de l'avance par rapport à des acteurs bien plus importants. Ouais, Oui. donc bien prévoir, ça commence à prendre beaucoup de notoriété. Jusqu'en 2016 et 2017, vous êtes classé parmi les 15 meilleures entreprises de la fintech, c'est ça? En France, du moins. Apparemment, ouais, vous avez trouvé ça, c'est vrai. Alors, On a bossé, j'en on a avais pas bossé un nécessairement petit peu. conscience, mais oui, ouais, c'est bien, bravo. Non, mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un peu, c'est vrai. Alors, c'est très bien. On peut. Je vous amène sur un sujet qui est vachement important dans cette logique de l'épargne, de la gestion d'actifs. En fait, ce qui est important, c'est combien vous pesez dans ces métiers-là. Et c'est pas nécessairement si vous êtes la boîte dans laquelle il fait le mieux vivre, c'est pas nécessairement effectivement d'être parmi les meilleurs fintech. L'enjeu dans ces boîtes-là, c'est de peser en termes d'encours. Les boîtes se mesurent en termes d'épargne sous gestion. Et donc notre enjeu à ce moment-là, c'est de capter le maximum d'épargne le plus vite possible pour pouvoir peser et pour atteindre une taille critique. Et donc, et tout l'univers, en fait, il faut le comprendre, dans lequel on se bat quand on est à la tête de bienpro.fr, c'est combien on pèse en termes de collecte annuelle et en termes d'encours sous gestion. Et si vous regardez ce monde-là, c'est comme ça qu'on mesure, en fait, qu'on mesure le succès. Donc, ça n'a pas eu beaucoup d'impact, le fait qu'on fasse partie. Effectivement, on faisait partie à cette époque-là. Tu le dis avec beaucoup d'humilité quand même, mais au fin fond, au moment où vous apprenez cette nouvelle, l'équipe, toi, ton associé, vous êtes quand même, vous vous dites, voilà, Mais ça apporte de la ouais, visibilité ça vous apporte de aussi, la quand visibilité et même. puis même vous vous dites: «OK, tout ce travail, Très on a au franchement, moins une petite». ça n'a aucun Ah impact. ouais? Ah OK. Aucun impact. Aucun Dans le impact. monde C'est de la vraiment. finance, ça n'a aucun C'est- impact ou en général, ça n'a aucun impact? Non, mais pour nous, ça n'avait aucun impact. Pour le monde de la finance, ça n'avait aucun impact. Vous savez, des acteurs des fintech, moi j'en ai vu passer plein qui ont décollé, qui sont écrasés. Il y en a tous les mois, tous les ans. Il y a envie de nouveau un cycle où beaucoup de boîtes de la fintech disparaissent. Donc c'est vraiment pas
C'est vraiment pas l'élément qui était moteur pour nous. Nous, il faut comprendre, je vais vous révéler un peu les secrets, Ah ouais, les on coulisses. adore les On coulisses, avait ouais. un modèle économique. Voilà, les coulisses, c'est quoi? C'est que dans ce monde de l'épargne et de l'assurance vie en France, le problème que vous avez, c'est que c'est pas parce que vous collectez 1 euro que vous allez tout de suite toucher votre chiffre d'affaires sur ce 1 euro. En fait, l'absurdité de ce monde-là, qui peut être un avantage dans certains cas, c'est que quand je collectais 1 euro d'épargne d'assurance vie, j'allais toucher un chiffre d'affaires pendant 20 ans ou 15 ans, pendant toute la durée où ce contrat était hébergé chez moi. Et par contre, on me versait des dixièmes de ma rémunération. Donc, on a un gros problème économique à ce moment-là, qui est de dire on dépense beaucoup en marketing pour se faire connaître. On a des frais importants pour nos équipes, pour payer nos équipes, etc. Vous levez de l'argent Commerciaux. d'ailleurs à ce moment-là? Et donc, on a toujours eu vocation à essayer d'éviter de lever de l'argent, de se développer en fonds propres. Et on a, pendant plusieurs années, cherché en fait à lever de la dette sur la base de ce modèle-là. Et personne ne voulait nous prêter de l'argent. Donc là, on passe par des moments très difficiles. Donc quand on est dans ces moments-là, finalement, le fait d'être la 15e fintech de France, ça nous touchait pas particulièrement parce que l'enjeu qu'on avait, c'était de voir comment on allait faire en sorte que ce modèle économique, qui était très rentable, on parle de lifetime value, les consultants adorent cette logique-là, mais sauf que, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une très très bonne lifetime value, c'est-à-dire que sur plusieurs années, on avait un modèle très rentable, mais aujourd'hui, au quotidien, moi, j'avais 1 euro de chiffre d'affaires, mais j'avais 3 de charges. Alors qu'en fait, je générais 10 de chiffre d'affaires quand je souscrivais, Ouais. quand je faisais souscrire à mes clients. Et donc, on a ça comme problématique à cette époque-là. C'est assez, je dois dire qu'on est passé par des moments difficiles, c'était assez épuisant. On a eu la chance d'avoir des gens qui nous faisaient confiance. On a eu un business angel qui nous a accompagnés depuis le début, qui, notamment dans les premières années 2010-2012, on avait vraiment besoin de cash pour survivre. Il nous a avancé de l'argent, qu'on lui a remboursé bien entendu par la suite, largement. Mais on a aussi eu, dans tout notre parcours, on a eu, notamment jusqu'aux années 2015, des acteurs de notre industrie qui nous aidaient vraiment, qui nous aidaient à contourner ce problème-là du problème de trésorerie et qui nous faisaient des avances d'une certaine manière sur les commissions qu'ils nous devaient. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé D'accord. à se maintenir. Et après, le succès commercial faisant, les choses devenaient de plus en plus Et ça faciles existe encore de prévoir aujourd'hui? et ouais, complètement. Ouais, complètement, ça existe tout à fait. Ça a été donc racheté. Donc le groupe Bienprêt.fr et la marque Primaniance aussi, sur laquelle on reviendra après. Ouais. L'ensemble a été racheté par un des plus gros acteurs de l'épargne retraite et salariale en France, qui s'appelle RS. Et ce groupe a fait l'acquisition de l'ensemble de ces deux marques. En quelle année? Donc en 2022. Ah ouais, donc récemment. Ouais, c'est L'été assez récent, 2022. ouais. Ouais. Ouais, donc vous êtes resté quasiment quoi, 12 ans, 13 ans à la tête de. Enfin, vous deux. Enfin, moi personnellement, mon associé est resté encore dans le groupe, mais moi, je suis resté plus de 15 ans à la tête de cette aventure. Donc, effectivement, après, je pense que vous voulez qu'on parle de la croissance externe qu'on a fait. Et là, effectivement, on a pris des virages intéressants. Ouais, juste avant ça, j'aimerais juste revenir sur le point, excusez-moi, je vais un tout petit peu en arrière. Quand tu Ouais. quittes du coup le Club Med et que du coup toi et ton associé Jonathan, donc vous pensez justement à créer une entreprise, t'as pas eu un peu cette pensée dans ta tête où tu t'es dit pas trop envie de mélanger business, amis, enfin, où ça s'est fait naturellement? Parce que c'est quand même une question qu'on se pose assez souvent. Il y a des gens qu'on aime beaucoup, avec qui on est très proches, amis. On aimerait peut-être lancer un business, mais on a toujours peur que ça mette ça en péril à un moment donné. Moi, effectivement, non, mais c'est une question qui est arrivée souvent sur la table. On l'a souvent entendu. Mais je pense que quand on a une ambition, qu'on est animé par une envie forte, parce que l'envie d'entreprendre, c'est pas une envie par défaut. Je veux dire, on y va en sachant qu'on va au devant de difficultés, mais l'envie est supérieure
aux difficultés qu'on envisage. Et je pense que la motivation est supérieure en tout cas à tout ça. Et je pense que si nous, on a toujours bien fonctionné parce que d'abord, on était tout à fait conscient de nos complémentarités. Il faut dire aussi que être ami, c'est aussi un. Alors, nous, on était amis, et puis nos femmes sont très, très amies. Donc, ça, c'était un ciment aussi. On n'avait pas le choix que de réussir, en fait. On n'avait pas le Ouais. choix, tous les deux, de s'entendre et de réussir. Alors, certes, comme dans tout couple, il y a des moments plus difficiles, des moments où on se comprend un peu moins, etc. Mais on n'avait pas le choix que de réussir. Donc tous les gens, moi, si vous voulez, quand je me suis lancé dans tout ce que j'ai fait, à chaque fois, on m'a dit, voilà, c'est classique, ça marchera pas. On nous avait dit que arriver dans le monde Internet avec des produits financiers, et nous, on pratiquait des frais. On prenait des frais d'entrée. Tout le monde disait non, sur Internet, ça marche que si vous proposez 0% de frais. Nous, on a monté un modèle qui marche avec des frais à l'entrée. On nous a dit tous les jours, ça ne marchera pas, ça peut pas marcher, les amis peuvent pas s'associer, etc. Au moins, un ami, vous connaissez à la rigueur, ses défauts, ses qualités, vous n'avez pas de surprise. Et au contraire, ça peut être une façon de réussir son parcours d'entrepreneuriat, je dirais. Ouais, super, super intéressant. Super intéressant. Ok, donc tu nous as dit, donc on aimerait juste savoir à peu près les coulisses du rachat, comment est-ce qu'il s'est passé, à peu près. Donc en 2023, c'est Donc, ça? ouais. En 2023, vous Donc, vendez, c'est ça? non, c'est un peu plus. Alors, ouais, alors je pense que si tu veux, je pense qu'il faut d'abord revenir sur à moins que tu veuilles le faire après, revenir sur le passage où nous on rachète une boîte. Parce que on peut pas aller directement au rachat, enfin à une autre session, sans passer par nous l'opération de croissance externe qu'on a fait. Et donc ça, c'est là où c'est assez passionnant, parce que ça, je pense que c'est une belle leçon d'entrepreneuriat. À la rigueur, la session, c'est la fin d'une histoire. Mais donc en fait, à l'été 2019, j'apprends que un des acteurs qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, complémentaire à notre activité, nous on était sur les services financiers, sur l'épargne financière, donc l'assurance vie, les produits plutôt financiers, avec une coloration plutôt action, marché financier, etc. À côté de ça, il y avait un autre pan de notre activité, un autre pan de notre industrie qui était très tournée sur l'immobilier. Et en France, une bonne partie de l'épargne immobilière, la France est très forte en épargne immobilière, elle a inventé des produits qui marchent très bien. Une bonne partie des tours de la Défense, par exemple, et des bureaux dans Paris sont détenus par des fonds d'épargne immobilière destinés au grand public. Et en fait, on se rend compte qu'il existe un acteur qu'on connaît très bien, qui a un ADN très proche de nôtre, parce qu'ils avaient les mêmes méthodes d'acquisition digitale, les mêmes méthodes pour se faire connaître, la même notion d'expertise, d'équipe, de vente experte, de conseiller expert. Tout ça, c'était très proche, sauf qu'on ne proposait pas les mêmes produits. Et en fait, cette boîte avait été rachetée par un très grand groupe immobilier qui s'appelle Foncia, qui a changé de nom maintenant. Mais cette boîte d'épargne immobilière a été un peu perdue dans ce mastodonte qui est Foncia, qui est un des plus grands acteurs en Europe dans la gestion de biens, les syndics, si vous voulez. Et en fait, quand je sais que c'est à vendre, on arrive sur, dans les enchères, j'ai envie de dire, voilà, ce dossier est sur la table depuis quelques semaines. On arrive alors que en face de nous, il y a beaucoup de fonds, beaucoup d'acteurs, beaucoup plus gros que nous qui s'y intéressent. Et on arrive les derniers dans la course et on finit par l'emporter. Non pas nécessairement en étant le mieux disant financier, mais parce qu'on a fait une chose qui a toujours été majeure pour nous, c'est qu'en fait, on a parlé aux équipes. Et on allait voir les équipes de cette boîte. Et il y a eu un fit qui a très très bien marché d'emblée, on s'est très bien entendu. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on remporte donc le vendeur, Foncia, nous dit OK, c'est vous. Et pourquoi c'est nous? Non pas parce qu'on a fait la meilleure proposition financière, mais parce que les équipes de la cible étaient allées voir les dirigeants de Foncia en disant c'est avec eux qu'on veut bosser. Et donc ça a été déterminant. L'humain dans tout ça est toujours la clé. Moi, c'est la leçon, les liens qu'on tisse avec les gens avec qui on bosse, qui on passe des heures et des heures, avec qui on part en séminaire, avec qui on traverse des hauts et des bas. C'est des liens très forts. Pour moi, ça a toujours été très important ça. Et c'est ce qui a fait qu'on a remporté ce dossier-là. Et on finit par faire l'acquisition en plein Covid.
Ouais, Euh, ce que j'allais dire, c'est je me le souviens même moment du qu'on a Covid. signé. Voilà, parce qu'en fait, j'accélère un petit peu, mais on était une petite boîte, on rachetait une boîte plus grosse que nous, il fallait financer cette acquisition. Et là, le financement de l'acquisition a été très sportif. On a une banque qui nous a dit on vous suit, mais par contre, pour la moitié du prix, il faut aller chercher notre banque. Et on n'a pas trouvé d'autres banques. On a fait des roadshows, des mois et des mois. Et c'est là où il se passe quelque chose aussi de très important. L'humain est toujours la clé. On a un de nos partenaires qui nous dit, écoutez, c'était un grossiste en fait pour nous, qui nous dit, on va vous aider et on va remplacer la banque pendant le temps qu'il faut. Et ils sont montés au capital de notre groupe pour nous aider à faire l'acquisition. On boucle l'affaire, alors qu'en fait, la banque d'affaires qui était en train de vendre, ils se disaient, bon, c'est qui, c'est rigolo, ils n'arrivent pas à financer le truc, ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, on était presque en train de nous enlever le dossier, parce qu'on n'arrivait pas à le financer, et au dernier moment, on a réussi à boucler le tour de table. On signe en avril 2020, alors que toute la France était complètement confinée. On signe avec des gants, on a des photos. On signe stylo C'est génial. entre les mains avec des gants. Ça, je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres beaucoup comme ça. Et dès et en plus, l'histoire, c'est que faut se rendre compte quand même. On rachète une boîte qui collecte plusieurs millions tous les mois jusqu'au 16 mars 2020. Ouais. Mais il faut se souvenir que donc le 16 mars 2020, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tout le monde bascule en télétravail, le monde s'arrête. Tout le monde considère que la défense on va faire sauter à la dynamite les tours de la défense dans quelques mois parce que ça servira à plus rien puisque tout le monde est en télétravail, on sait pas, voilà, et c'est une révolution mondiale. Et nous, on achète une boîte qui vend des produits d'épargne immobilière, essentiellement des bureaux en fait. Et donc, je pense que il faut un grain de folie un petit peu pour être entrepreneur parce que des gens très rationnels auraient dit bon, on arrête. En fait, je veux dire, à quoi bon acheter? En fait, c'est comme, je sais rien moi, c'est comme après le 11 septembre, investir dans une flotte d'avions quoi. En fait, je veux dire, Ouais, les gens ne peuvent pas le bien comprendre. sûr. Et nous, on se dit, c'est la chance de, enfin, Ça ne on fait pas sent au sens. fond de nous que, en gros, ça passe ou ça casse. Voilà. C'est un gros, on a joué tapis Ok. à ce moment-là. Et, euh, et en fait, on intègre la boîte. Et le jour où on l'intègre, on devient propriétaire. Et la collecte est divisée par 3. Et puis, on lâche pas l'affaire parce qu'en fait, on se rend compte que cette boîte est une belle endormie, que tout ce qu'on a mis en place comme process marketing, d'acquisition, de visibilité, etc., pour bien prévoir.fr, on va les mettre en place pour Ouais, parce que cette ça avait boîte-là, bien marché. Primaniance, qui était ça a bien marché pour nous. Puis cette boîte avait une belle marque, elle avait une très belle marque. Primaniance, c'était une endormie, mais qui avait été pionnière et leader dans son domaine à partir de 2010, sa création, jusqu'en 2015-2016. Et puis 2016, ça a vivoté. Ok. Et donc, très vite, on reprend le dessus. La boîte commence à très vite montrer, on est au massage cardiaque. Et en fait, très vite, on voit que la boîte se réanime. Il y a de l'engouement, il y a de l'envie. Et puis, en fait, entre 2020 et 2022, on double les chiffres de collecte. La boîte, on finit en 2022 avec un niveau de collecte comme qu'elle avait jamais réalisé. Donc, une fois de plus, c'est ça l'indicateur clé dans ce monde-là, c'est combien vous collectez d'épargne. Et donc, on en profite pour continuer l'intégration, améliorer tous les processus, mettre en place un CRM qu'elle n'avait pas, digitaliser les parcours de souscription. Et puis, en 2022, le groupe est en très bonne santé, a complètement Vous changé de avez fait une taille. peau neuve, On est quoi. passé de 15 personnes à 40 personnes, voilà. Ah ouais, quand même. Et puis, on devient un grand groupe à ce moment-là dans cet univers-là. Ok. Enfin, une belle TPE. Ok. Et ça a été quoi, du coup, les gros enjeux, enfin, en gros, d'intégrer une entreprise en termes de culture? Il y a eu beaucoup de changements là-dessus? Quand vous avez vous avez récupéré aussi, j'imagine, des salariés avec vous. Ouais, Euh, bien sûr. comment elle s'est passée En fait, oui, vous avez, nous, ce qu'on avait considéré, moi, je suis quelqu'un alors, vous avez compris, quand j'ai intégré Accor et Club Med, je suis quelqu'un de marque, des marques. J'aime bien les marques, j'aime bien créer des marques. Et donc, nous, ce qui nous paraissait extrêmement important, c'est qu'il fallait pas tuer les marques. Parce que les marques, c'est des équipes. Les marques, c'est une histoire, c'est des équipes commerciales, des clients qui s'identifient aussi aux marques. Donc, nous, ce qu'on décide de faire, c'est tout ce qui n'est pas visible du client,
on décide de le mettre en commun. Et tout ce qui est OK. visible du client, les réseaux commerciaux, les marques, les prises de parole, les sites web, etc., restent sous chacune des marques. Donc en fait, on a cultivé deux choses, des croisements d'équipes, euh, et c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et surtout, mais on a mis en commun un maximum de choses plutôt back-office qui n'étaient pas visibles, une fois de plus, comme je le disais. Mais par exemple, ça nous a permis de créer un département marketing unique, un département acquisition avec un traffic manager, avec des spécialistes du SEO qui étaient communs, en fait, des spécialistes des contenus qui étaient communs. Mais par contre, on a des forces commerciales séparées, mais qu'on essaie pour lesquelles on essaie de mélanger les bonnes pratiques, de partager les bonnes pratiques, mais on a gardé les deux marques. Je pense que c'était intéressant parce qu'on avait de cette manière-là, ça nous a permis de conserver deux entreprises avec deux cycles différents. Il y a le cycle, il faut bien comprendre que dans le monde d'épargne, en ce moment, on le vit complètement. C'est peut-être pas encore vos sujets, mais il faut bien comprendre qu'il y a des cycles. Aujourd'hui, le cycle immobilier, il est par terre. En fait, il faut bien comprendre que effectivement, le secteur immobilier est en bas de cycle en ce moment. Alors que le secteur financier, vous avez vu, les marchés financiers sont au plus haut aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc, vous avez aujourd'hui le cycle financier, donc la partie bienprévoir.fr du groupe, et aujourd'hui la partie qui est certainement, alors même si j'ai quitté le groupe, est celle sur laquelle il peut y avoir le plus d'appétence de la part des clients. Et la partie immobilière, elle est de façon temporaire en bas de cycle, parce que par définition, un cycle, ça passe et ça se Ouais. corrige et ça revient. Bon, voilà. Et donc, en fait, ce qui me paraissait intéressant dans ce monde-là, dans cette proposition-là, c'est d'avoir les deux cycles qui se complètent. C'est pour ça qu'on a gardé aussi les deux marques à l'époque. C'est super intéressant ce que tu dis sur les marques, enfin quand tu achètes une marque de pas forcément la chose, ça me fait penser un peu à, bon c'est un peu le truc cliché, mais Elon Musk qui rachète Twitter, bon il y en a beaucoup qui vont dire qu'il a un peu gâché Twitter en changeant le nom, donc c'est quand même assez intéressant. Euh, ouais, donc pour en revenir donc au groupe, en 2022, une fois que vous avez bien grossi, que vous avez acheté une autre boîte, vous décidez de vendre le groupe. Ouais, en fait, nous, ce qu'on se disait, une fois de plus, il faut comprendre que, je vous disais, qu'est-ce qui compte dans ce monde-là, c'est combien vous pesez en stock d'épargne. Ouais, Et voilà. Et en fait, on est dans un métier, et ça continue encore aujourd'hui, qui se consolide énormément. Donc, soit il fallait continuer à grossir, soit il fallait s'adosser. Continuer à grossir, il faut beaucoup de fonds pour pouvoir le faire. Il faut lever des fonds. Donc, c'est une manière d'ouvrir son capital pour aller faire des acquisitions, pour acheter des cibles, pour peser de plus en plus. Parce que si vous n'êtes pas dans le train de la croissance, vous disparaissez. Et en fait, nous, on fait le choix d'aller s'adosser à un grand groupe pour aller chercher des synergies commerciales, pour aller chercher des synergies sur, par exemple, ce qui nous manquait, c'est qu'on voulait avoir notre propre équipe de développeurs internes. On ne pouvait pas avoir une équipe de développeurs avec 40 personnes comme ça. C'était des boîtes plus importantes que nous qui avaient leurs propres équipes de dev. Et il fallait absolument accélérer dans le domaine des parcours digitaux, etc. Et donc, on décide de lancer un process concurrentiel, d'enchères, pour aller chercher un groupe plus gros que nous qui souhaiterait intégrer nos marques à leur univers pour compléter leur métier. C'est ce qui s'est passé. Donc, on a lancé ce processus assez concurrentiel. On a eu plusieurs offres sur la table. Un process très encadré, très, très énergivore. C'est un process qui prend beaucoup de temps. C'est un process qui demande énormément de boulot. Beaucoup d'énergie. Donc pendant 6 mois, vous êtes en mode, vous voyez pas le jour pendant 6 mois. Parce que ouais. quand vous lancez un process comme ça demande vraiment d'être disponible, d'être affûté sur tous les sujets, d'avoir une connaissance parfaite de son business, une connaissance parfaite de ses données, de ses chiffres, une connaissance parfaite, une vision très claire de ce qu'on veut faire. Et donc ce process finit au bout de 6 mois, 9 mois. Et c'est donc RS qui remporte le deal et on vient compléter leur dispositif. Ils n'étaient pas du tout équipés sur la partie épargne immobilière, c'était leur souhait, se renforcer, et donc ils décident de faire l'acquisition du leader dans le domaine de l'épargne immobilière en France, de la distribution de produits d'épargne immobilière pour aller le proposer à leurs propres clients en B2B notamment. Super, super. On va faire un petit jeu, Vincent. Un petit jeu on aime bien. On fait ça en ce moment un peu avec nos invités.
Le principe est très simple. On te donne un mot, enfin, on va te donner un mot et toi, tu nous dis s'il est surcoté ou sous-coté. On peut débattre aussi. Voilà, bah, ça va être plus dans le monde de l'investissement. On va te donner plusieurs investissements. Tu vas me dire selon toi si c'est surcoté ou Alors, sous-coté. c'est une expression de jeune, ça, surcoté, sous-coté. Ça veut dire quoi, surcoté, sous-coté? Qu'est-ce que tu Ça veut entends dire, par là? J'ai est-ce que l'impression que c'est, c'est un mot-clé. est-ce que, non, non, pas un mot-clé, mais ça veut dire, en fait, il y a beaucoup de hype autour de, bah, tu comprendras quand on te dira les trucs. Tu D'accord, vas me dire si selon toi, Est-ce que ça peut ça être vaut le vraiment un coup ou est-ce investissement. que ça vaut pas le coup, Ouais. quoi? d'accord. Ok, vas-y. Ok, donc les cryptos, selon toi. C'est surcoté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la blockchain. OK. Ouais, pas, tu te limites pas sur une crypto, pas le Bitcoin, pas l'Ether, c'est plus la Non, technologie qui est non, derrière en fait ouais, et la valeur que ça ouais, ajoute. tout à fait. C'est la technologie qui va révolutionner le monde et c'est pas les cryptos. La preuve, c'est que les cryptos, jusqu'à présent, elles ont plutôt, on a vu, hein, elles passent par les crypto-actifs, comme disent les financiers et les banques centrales. Elles sont en train de passer, elles mûrissent, puisqu'en fait, elles ont déjà déclenché 2 grosses faillites mondiales Ouais, et le mirage de l'absence de régulation est une tromperie. Donc elles vont se normaliser. Mais moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant pour l'avenir de l'humanité, c'est la logique de la blockchain, quel que soit l'univers dans lequel on se situe. C'est probablement là-dessus on est probable que les évolutions, les progrès, la, l'évolution des modes de consommation, des transactions va évoluer. Donc moi, c'est en ça que je ouais, dirais que ce qui est sous-coté, c'est la blockchain, ce qui est surcoté, c'est les cryptos. ouais, et surtout le problème de l'authentification que ça va résoudre par la suite. L'investissement dans l'art, dans les tableaux, dans les sculptures. Moi, en tant qu'en bon financier, Mmh. j'ai envie de dire surcoté, parce que en fait, il faut que ce soit une passion et non pas un objet de spéculation. Les gens qui considèrent qu'ils sont riches en art, c'est vrai, ça peut être très bien, etc. Mais c'est pas ça. Le jour où vous avez besoin de vous en séparer parce que vous avez besoin de liquidité, c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, je suis plutôt euh, assez vigilant, même si ça m'intéresse et que j'aime bien l'art en soi, j'aime bien discuter avec des collectionneurs, j'en ai autour de moi, c'est passionnant, mais je reste vigilant. Et alors, tu es plutôt vigilant sur l'art, mais l'investissement dans le vin? Alors ça aussi j'en ai vu. Il faut savoir qu'il y a des produits, tu peux acheter des produits d'épargne dans le vin. Ça, c'est clairement un flop. OK. Si c'est Ouais, ouais, c'est vraiment, ça casse pas des briques si on peut dire. C'est toujours rigolo de Ouais, d'avoir ça dans son portefeuille, de s'y c'est intéresser. Voilà, mais c'est anecdotique. OK. Après, l'investissement dans le vin, ça peut être détenir un vignoble, etc. Alors là, c'est de nouveau comme l'art, c'est une passion. Mais ça, voilà, ça doit correspondre à une passion avant d'être un objet d'investissement. D'accord. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup, les cartes Pokémon. C'est surcoté ou Oula. c'est sous-coté les cartes? Parce que y a attends, on a vu des trucs, des cartes qui se vendaient à des milliers et des milliers de dollars. Aujourd'hui, il y en a qui peuvent dire: «Bah, je vais investir dans les cartes Pokémon». À mon époque, je vais arrêter de jouer au vieux con, mais moi, à mon époque, c'était les cartes téléphones. Il y avait des gens qui faisaient des collections de cartes téléphones. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien les cartes téléphones. Ça, je OK. pense que vous savez même pas de Je quoi je parle. non. Bon, mais il y en avait aussi pas qui avaient beaucoup, non, atteint, voilà, voilà, la carte téléphone, c'était des cartes pour pouvoir aller dans une cabine téléphonique, il y avait une puce dessus, et il y en avait qui étaient, il y a des gens qui faisaient la collection parce qu'ils avaient sorti des collectors. Bon, bah, il y en avait aussi qui atteignaient des milliers de francs à l'époque. Bon, bah, aujourd'hui, plus personne s'intéresse, plus personne. OK. Donc, une fois de plus, si c'est ta passion, vas-y, fais-toi plaisir, mais n'en fais surtout pas un sujet d'investissement. ouais, pas un endroit où tu vas mettre ton argent et tu vas attendre qu'il grossisse. Ouais, c'est vrai que bah, des sujets comme ça assez niches, c'est vrai qu'il te faut une passion, Bah, sinon. en fait, tu sais, le sujet, c'est est-ce que des cartes Pokémon, c'est vital? Est-ce que les gens en ont besoin pour vivre? Non. Non, c'est vrai. Est-ce que l'art, oui, l'art, c'est une façon. S'il n'y avait pas d'art, le monde serait triste, mais c'est pas. Voilà. Par contre, l'immobilier, tu en as besoin pour vivre. L'immobilier, Ouais. avoir un toit Ouais. au-dessus de sa tête, il n'y a rien de Alors, plus c'est là important, c'est plus là où la précieux. question des cryptos se pose parce qu'aujourd'hui, on en a pas besoin, mais peut-être que
plus tard, dans, j'en sais rien, 10, 20, 50, on en aura peut-être besoin pour vivre. C'est possible. Je ça veut dire Il y a plus de futur on dans aura les, régulé, ouais, il y a plus de futur ça aurait là-dedans dans été les régulé. applications. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais une fois de plus, je vous faisais une petite pirouette tout à l'heure sur le blockchain, mais évidemment que l'avenir fait que dans le monde de la gestion d'actifs, il y aura des cryptoactifs Mhm. de façon Ouais. importante. Mais à l'avenir, probablement pour que ça devienne, comme tu l'évoques, un outil de l'économie quotidienne, il faudra probablement que ce soit plus régulé, même si c'est probablement antinomique avec l'objet d'origine des crypto-monnaies Ouais, ou des cryptoactifs qui avaient vocation à échapper à la régulation. Mais on ne peut pas échapper à la régulation. La régulation, c'est le vaccin de l'économie. ok. Ouais. C'est extrêmement important. Les montres de luxe. Voilà, on entend beaucoup parler de ça, enfin un peu partout. T'achètes une Rolex, tu sors du magasin, elle a déjà pris le double. Est-ce que selon toi, c'est surcoté ou sous-coté les montres? Ou c'est aussi un sujet de passion? Et c'est exactement le même sujet, c'est de la passion, c'est de la passion de l'objet. Ouais, Les gens qui ont ça entre les mains, qui ont leur collection, ils sont passionnés par ça, ils sont passionnés par le détail qui fait la différence par rapport à un autre objet. Ça ne peut être qu'une passion, c'est ce qu'on appelle les investissements passion, mais ça ne peut pas être, une fois de plus, si tu peux pas dire, même si tu peux transmettre à tes enfants une collection de montres, tu peux pas sérieusement considérer que ça va être la manière dont tu vas pouvoir faire en sorte qu'ils vont pouvoir se payer de bonnes études, euh, par exemple. Donc tout ça, c'est des accessoires à une vision patrimoniale, parce que j'ai l'impression que vous êtes très passionné par la gestion de patrimoine. Dans la gestion de patrimoine, tu sais ce qu'on dit, vous savez ce qu'on dit, c'est il y a une clé, une valeur clé, qui est la diversification. Donc Ouais. c'est très bien. Il faut que tu aies de l'art, du vin, des montres, des voitures de collection, tout ça, c'est super. Mais il faut surtout que ce soit que tu diversifies. À côté de ça, il faut probablement avoir un peu d'immobilier, un peu de financier. ouais, Parce que le mettre un peu sujet, c'est partout. que voilà, c'est la diversification. C'est plutôt ça la clé. Alors, c'est là aussi très pompeux de dire ça, mais Si tu pouvais donner à notre auditoire qui est plutôt en général un auditoire jeune, entre 20 et 30 ans, on n'a pas beaucoup d'argent, on commence, moi je me mets dans le cas, hein, à l'âge de 24 ans, on n'a pas beaucoup d'argent, on commence un petit peu, mais on se dit, et ça commence de plus en plus jeune, on veut commencer à investir et se dire, voilà, je veux me protéger un petit peu pour les années à venir. Comment est-ce qu'on pourrait commencer, toi, avec l'expérience que tu as, etc. Qu'est-ce que ce serait ton conseil pour commencer à investir ouais. dans quelque chose? Alors déjà, je pense qu'aujourd'hui, y compris pour les jeunes générations, tu as beaucoup de solutions d'accès au monde de l'épargne avec des tout petits montants. Donc je pense que ce qui est important, c'est de s'éduquer. Même si vous investissez avec des tout petits montants, même aujourd'hui, vous pouvez investir dans l'immobilier avec quelques euros. Il y a des acteurs en France qui proposent ce genre d'investissement. Et en fait, que travaillez avec un portefeuille de 100 euros ou un portefeuille de 100 000 euros, finalement, vous devez avoir le même comportement. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ce que vous faites, il faut essayer de comprendre la mécanique, il faut rester vigilant, il faut essayer de se maintenir en contact avec l'actualité, comprendre comment ces actifs-là, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit même avec des petites applis de trading de cryptoactifs ou d'actions tout à fait classiques avec, on parle d'ETF par exemple, vous savez, sur toutes les Ouais, plateformes, aujourd'hui vous pouvez acheter des indices qui reproduisent, enfin de produits financiers qui reproduisent le comportement des indices boursiers. Ça peut se faire avec quelques centimes, j'ai envie de dire, d'euros. Donc le sujet, c'est que quand on est jeune, d'abord, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent commencer à épargner encore plus tôt que nous, parce qu'il y a un enjeu quand même pour les jeunes générations, c'est que vivre notamment dans les grandes villes, ça nécessite, il y a des enjeux de logement très importants. Les jeunes aujourd'hui ont quand même beaucoup. Ça, c'était un de mes dadas quand j'étais chez Bienpropre.fr Primaniance. C'est que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de mal dans les grandes villes, dans les mégalopoles, de trouver un logement décent à un prix correct. Donc l'enjeu, c'est j'ai envie de dire, moi je dirais à mes enfants, devenez propriétaire le plus vite possible, parce que on voit bien aujourd'hui, euh, et ça peut paraître là aussi un peu à contre-courant de pas mal de gens,
Mais il faut se loger, et se loger dans une grande ville, sauf à aller vivre à la campagne, c'est compliqué. Et donc, démarrer le plus vite possible, c'est ce qui permet, en fait, en épargnant tout de suite, Ouais, même sauf des qu'on petits on parle montants. quand même pas des mêmes montants. Que ce soit. On parle pas des mêmes montants, c'est vrai. Donc, tu peux, mais si tu vas acquérir une mécanique qui fera que tu seras agile au moment où tu devras te poser les bonnes questions. En Ouais, bonne fait, pour question. moi, ce qu'il faut acquérir quand on est jeune, c'est pas nécessairement d'investir des gros montants d'épargne, mais c'est d'acquérir des réflexes, des mécaniques, comprendre ces matières-là, c'est important pour faire les bons choix lorsque Ok. les moyens seront un peu plus importants. Bon, on essaiera d'appliquer tes conseils. Est-ce qu'on te retrouve, Vincent, sur BFM encore en ce moment ou un peu moins? Non, non, non. Donc j'étais effectivement, j'intervenais chaque mois sur BFM pendant une quinzaine d'années, douzaine d'années. Mais ça, j'ai décidé qu'à partir du moment où j'ai quitté D'implémenter ma le lien boîte, sur. voilà, je le faisais vraiment pas pour mon euh, bonheur personnel, je le faisais pour mettre en avant les marques que je défendais, D'accord. pour les faire connaître, pour leur apporter de la légitimité, pour leur apporter de la visibilité. Et donc, non, j'ai arrêté ça, mais c'était une expérience très, très enrichissante, très exigeante, qui consomme beaucoup d'énergie. Certainement, ouais. Et encore, je J'imagine. faisais ça une fois par mois et je le faisais à d'autres occasions aussi. Mais ça, ouais, c'est quelque chose qui est pour ceux qui se lancent aujourd'hui, pour ceux voilà, qui ont envie de devenir entrepreneur. Il y a une chose qui est très importante. Moi, c'est pratiquement une des premières décisions que j'ai prises quand je me suis lancé. C'est de travailler avec une agence de presse, avec une agence RP, parce que c'est ce qui permet, c'est un bon investissement pour aller se battre face à des concurrents, Ouais. faire connaître son offre. C'est important de passer, de consacrer un peu quelques euros à ces sujets-là quand on démarre. D'accord. Très intéressant. Euh, on a quand même dépassé là le temps, donc on va quand même finir. On a l'habitude de poser un peu 3-4 questions à nos invités, voilà, pour Ouais. savoir un peu ce qu'ils en pensent sur le côté entrepreneurial. Donc, pour commencer, tu dirais quoi à quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui a pas forcément d'idée? Bah, en fait, c'est de pas paniquer parce qu'on n'a pas d'idée, mais si cette personne a au fond d'elle l'intime conviction que qu'elle doit entreprendre, elle le finira par le faire et l'opportunité se présentera. Donc c'est toujours croire à sa petite musique au fond de soi. Et il faut pas se lancer en disant il faut absolument, j'ai pas d'idée, je me lance absolument. Non, si on a cette musique au fond de soi, ça finira par se faire et l'idée viendra. Euh, et l'idée, une fois de plus, c'est bien d'avoir des idées, mais ce qui est beaucoup plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est d'exécuter son idée. Ouais, L'idée, l'opérationnel. à la rigueur, ça s'achète une idée. Mais par contre, exécuter l'idée, c'est beaucoup plus difficile. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas avoir une idée. L'entrepreneuriat, c'est exécuter une idée. Ouais. Ouais. Ça me rappelle une des citations qu'on a mis sur le compte Instagram. On met des citations. Vous pouvez nous retrouver sur Insta, chers auditeurs, tous les matins. On a une petite citation d'un entrepreneur ou d'une personne un peu connue qui livre un peu un message sur voilà, comment se comporter face à tout ça, face à l'histoire de l'entrepreneuriat, comment rester fort, rester persévérant, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vincent, autre question. Quelles compétences tu considérais comme importantes, comme essentielles pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur? Euh, je pense qu'il faut être capable c'est plus des traits de caractère, j'ai envie de dire, mais il faut être capable de se remettre en question. Ça, c'est extrêmement important. On parle souvent de résilience. Je veux dire que si on n'est pas résilient, des crises quand on est entrepreneur, on en a tous les jours. Et si on n'est pas capable de se prendre des claques et de se dire je retourne, je remonte sur le cheval et j'y retourne, c'est pas la peine. Donc cette force-là, il faut l'avoir, elle s'acquiert. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on parle souvent d'adaptabilité, c'est un peu la même chose. Il faut pouvoir s'adapter à différents contextes. Moi, je pense que ce qui est important aussi quand on entreprend, c'est que quand on entreprend, ça veut dire que déjà, on le fait pas seul. On emmène des équipes avec soi. Enfin, on peut entreprendre tout seul dans son bureau, mais bon, pour moi, l'entreprise, c'est vraiment d'emmener des équipes, convaincre des gens de quitter leur job, de venir avec toi, s'associer, devenir salarié.
Et donc là, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu leur proposes un voyage. Il faut que tu leur proposes une vision. Il faut que tu leur dises où tu veux aller. Mais si tu n'as pas cette capacité à proposer ce voyage, les gens ne montent pas à bord. Donc, la différence qu'il y a entre un entrepreneur, je pense, et quelqu'un qui ne l'est pas encore, c'est que l'entrepreneur, c'est celui qui pilote l'avion, mais qui te dit on va aller découvrir une terre qui n'existe pas encore. Et donc, moi je l'ai vécu avec des collaborateurs, j'ai des gens qui ont quitté, notamment chez Bien.fr, qui ont quitté des postes super établis. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Certes, il y avait des trucs qui n'allaient pas dans leur vie professionnelle, qui cherchaient mieux, c'est sûr. Mais avec une proposition qui était à peine visible sur le papier, qu'on pouvait seulement présenter sur le papier, on a emmené des gens avec nous. Ces gens, ils étaient fous. Je leur ai dit d'ailleurs, souvent, je leur ai dit, vous étiez fous de croire en ce qu'on vous proposait. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on réussisse en réalité. Et c'est des gens qui ont cru dans le voyage qu'on leur proposait. Ah, Donc c'est de la vente un ça, peu, en fait, de votre côté. C'est un peu ouais, comment c'est de vous la vendez le truc, vente. ouais. Ouais, mais quand tu te rends compte que c'est dur, etc., ben, les gars, ou les filles Ouais. peuvent se barrer et puis dire bon, c'était très beau son aventure là qu'il me propose. On en a eu d'ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas cru à notre voyage, qui sont passés et qui sont repartis très vite. On en a d'autres avec qui on a bossé 15 ans et qui ont Ouais. fait ce voyage avec nous. Et parfois, tout au long de ce voyage, t'as des trous d'air. Donc là aussi, il faut mettre les gens, leur dire d'attacher les ceintures, de se cramponner, mais finalement, ils sont contents d'arriver à destination. Et donc, en fait, pour moi, c'est ça, c'est être capable d'emmener les gens en voyage et de faire en sorte qu'ils croient. C'est pas de les emballer, c'est pas, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il s'agit pas de Mmh. leur faire croire à quelque chose, mais il faut leur faire adhérer. Il faut qu'ils aient Ouais. envie de rentrer dans leur plein gré dans l'avion et de monter avec toi et d'aller vers l'inconnu. Même si l'inconnu, on dit voilà, c'est là qu'on veut aller. Ouais. Parfois, il y a des détours. Voilà. C'est ça pour moi le plus important. Ouais. Vincent, quel message, d'inspiration ou un conseil tu aimerais, transmettre, pour tous les auditeurs qui nous écoutent? Pour moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est qu'il n'y a rien d'inatteignable, vraiment rien d'impossible. Si on croit en quelque chose, si on a un rêve, et ben en fait, il est atteignable. Il n'y a aucune porte fermée. Euh, Toutes les portes sont faites pour être ouvertes. Et le vrai conseil que je donnerais, c'est pas parce qu'on vous dit ça marchera pas, c'est trop difficile, etc., qu'il faut s'arrêter. Non, toutes les portes sont ouvertes. Vous pouvez créer une boîte dans le domaine des cryptos aujourd'hui si vous avez une vision, même si le domaine peut paraître bouché. Vous pouvez créer une boîte dans le domaine de l'intelligence artificielle, même si en face de vous, vous avez des acteurs qui lèvent des milliards Ouais. chaque Ouais. année. Tout est. Voilà, si vous avez une conviction, de toute façon, ça ne sera pas perdu. Oui, la vie d'entrepreneur n'est pas rose tous les jours. Vous pouvez passer par des moments difficiles, vous pouvez déposer le bilan, être ruiné, mais il n'y a rien d'impossible. Aucune porte n'est fermée C'est un beau définitivement. message. C'est un beau message. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs que tu connais ou non, pas forcément, que tu aimerais voir participer au podcast de La Voix de l'entrepreneur? Bah, ouais, je pense que notamment si vous êtes passionné, et c'est le cas probablement de vos auditeurs, si vous êtes passionné par tout ce qui est crypto, blockchain, je pense qu'il y a un entrepreneur qui aujourd'hui à Paris et un peu ailleurs apporte quelque chose, c'est Michael Amar. Alors moi, c'était un copain de classe, on était au lycée ensemble et il a plusieurs aventures entrepreneuriales et récemment, enfin depuis plusieurs années là maintenant, il a créé je crois la Blockchain Week à Paris. D'accord. Et donc c'est un des acteurs aujourd'hui qui, dans ce domaine-là, en France en tout cas, compte. Et je pense que vous seriez très intéressé de pouvoir discuter avec lui. Et je pense qu'il vous apporterait beaucoup de contenu intéressant. Génial. Et ben, on contactera Il est chez Michael. il est chez Eleven Paris, non, Michael Amar? Il me Je semble. Ou peut-être je me trompe, je parce sais que je pas, sais mais qu'il y a un Michael Amar qui a développé aussi une crypto, chez Eleven Paris. Peut-être, je sais pas te dire, mais en tout cas, On lui demandera. je sais pas si c'est le même. ouais. Et si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, qui serait-il et qu'est-ce que tu aimerais, lui poser?
Moi, il y a un truc qui me préoccupe beaucoup, c'est les entrepreneurs de style Elon Musk, Steve Jobs. J'aimerais leur poser la question, mais est-ce que vous êtes obligés d'être des sales types pour réussir, en fait? Pour révolutionner le monde, en fait? Est-ce que Parce que quand on voit leur comportement, je suis désolé, moi, Elon Musk, j'en ferai pas un ami. Mmh. C'est un gars exécrable, mais qui révolutionne le monde. Il faut être conscient de ça. Ouais. Steve Jobs, il avait un côté comme ça aussi, Ouais. très dur avec les équipes, etc. Mais est-ce que finalement, pour révolutionner le monde, il faut être un sale type? Voilà, c'est une question que je me pose, qui C'est vrai que me préoccupe c'est vrai que beaucoup. c'est une bonne question, c'est vrai. En tout cas, non, on n'a pas été des sales types avec toi pour ce podcast. Non, j'espère que moi non Bon, plus, en tout cas, on n'a pas pas trop. vocation à révolutionner le monde, donc il y a aucun intérêt pour qu'on le soit. Et voilà, merci Vincent, en tout cas. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. De rien, Voilà, avec plaisir. c'est ainsi que s'achève, cet épisode. Ouais, merci beaucoup Vincent. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de répondre présents à chaque épisode. Voilà, on est de plus en plus nombreux, on le voit et c'est trop cool. Merci beaucoup. Voilà, vous connaissez la chanson, notez-nous sur les plateformes. Ça fait très Black Mirror, tu sais, alors notez-nous, allez nous voir et cetera. Mais en vrai, ça nous aide beaucoup. Donc rejoignez-nous sur les réseaux et puis de partout. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve très vite, dans 2 dimanches pour un tout nouvel épisode avec un tout nouvel invité et plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat comme on en a eu aujourd'hui. À très bientôt. Salut à tous.